We are going to talk about the Ressources Project. On va parler du projet Ressources qui a été initié par le ministère français de l'Environnement en 2011 et développé par l'Office français de la biodiversité à partir de cette date, qui est financé par l'Union européenne et le Fonds français pour l'environnement mondial et qui est coordonné par la FAO. Et this project, Ressources Project, we are going to talk about it, was initiated by the French Ministry for Environment in 2011, was developed by the French Biodiversity Agency, OFB, is funded by the EU and the French Facility for the Global Environment, and is coordinated by FAO, the Food and Agriculture Organization. We are going to talk about this project, which has targeted partnerships in 5 countries, Egypt, Soudan, Tchad, Mali et Sénégal. Nous allons parler de ce projet Ressources qui s'est développé sur 5 pays, a développé des partenariats sur 5 pays, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Mali et le Sénégal. Et l'enjeu principal de ce programme était d'évaluer la chasse aux oiseaux d'eau dans ces 5 pays, notamment parce que ça peut être une chasse vivrière et qu'il était donc important de suivre les effectifs d'oiseaux d'eau migrateurs dans ces pays, notamment sahéliens, afin idéalement de s'assurer de la durabilité de leur exploitation vivrière. In short, this project aimed at assessing populations of migratory water birds in Sahel, in those 5 countries, because in particular, these populations of migratory water birds are used as subsistence food or bushmeat by local rural populations. Voilà les 5 pays dans lesquels se sont développées ces activités. Évidemment, comme il s'agissait de l'oiseau d'eau, le projet a ciblé évidemment des complexes de zones humides. Of course, the project targeted major complex of wetlands in all Sahelian countries as well as in Egypt. Ce projet a eu plusieurs composantes. La première composante était l'évaluation des populations d'oiseaux d'eau dans les grandes zones humides, dans les grands complexes de zones humides du Sahel. On va présenter notre équipe Tour du Vala et Office français de la biodiversité, donc avec Clémence Deschamps, a travaillé sur plusieurs composantes de ce projet, notamment l'évaluation des populations d'oiseaux d'eau, la gestion et la protection des zones humides, le renforcement des capacités. Ce sont les 3 composantes dont nous allons vous parler cet après-midi. Il y en avait une 4e qui nous a impliqués, c'était évidemment l'évaluation de la durabilité de la chasse vivrière, mais on ne pourra pas parler de tout, donc on va simplement vous parler de ces 3 premières composantes: suivi des populations, gestion et conservation des aires protégées, des zones humides, et renforcement des capacités. This project had 5 major components. What about population monitoring, wetlands management and conservation, capacity building, and we will talk this afternoon about these 3 major components, but there were 2 other components: assessment of subsistence hunting sustainability, and implementation of regulations in the countries of the project with respect to the international waterbird population agreements, like, for instance, AEWA, the African Eurasian Waterbird Agreement. The whole project was based on 2 major
agreements, two major international agreements, the African Eurasian Waterbird Agreement and the Ramsar Convention. And this project responded to some of the main targets of these two international agreements. Le fondement institutionnel de ce programme ressources était constitué par l'AEWA, l'accord Afrique-Eurasie sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs, et la Convention de Ramsar. Et ce projet répondait à des axes stratégiques de ces deux grandes conventions internationales. Je vais vous parler de la composante du suivi des oiseaux d'eau et un petit peu de la composante de la conservation des zones humides. Et Clémence Deschamps, ma collègue de la Tour du Valat, parlera ensuite de la conservation des zones humides et du renforcement des capacités. Alors évidemment, la première grande méthode, approche de ce programme ressources, c'était évidemment le partenariat et la coopération internationale. Et ça a été une évidence, comme pour tous les projets un peu internationaux, c'est que nous avons d'abord travaillé en priorité avec les administrations et les ONG des pays cibles. Et j'en profite pour dire que ça a été un vrai plaisir de travailler avec des professionnels de ces 5 pays. Of course, this project was firmly based on international cooperation. It was obvious that we would work with local national administrations and NGOs. And as Anna said, it was a pleasure to work with all these partners. And we have very much enjoyed working with all of them in those 5 countries in the Sahel and Egypt. En matière de suivi des populations d'oiseaux, la première chose sur laquelle nous avons insisté dans ce programme, c'est la sécurisation des données. Sécurisation des données historiques et sécurisation des données acquises pendant le programme. Et c'est pour ça que la combinaison, le partenariat étroit entre Tour du Valat et Office français de biodiversité a d'abord travaillé à développer une base de données qui permettent d'alimenter les conventions internationales de coopération comme l'AEA, l'AEWA et la Convention de Ramsar à travers l'ONG Wetlands International et qui permettent aussi des analyses statistiques et des modélisations afin d'extrapoler les effectifs échantillonnés au complexe de zones humides. Of course, one of the first priority of the project, after setting strong partnerships with all the countries, was to secure the data, both the data from the past and the data that would be collected during the project. This is why with Tour du Valat and the French Biodiversity Agency, OFB, we have first developed a database that would have the major aim of providing data and support to the 2 major international agreements, AEWA and Ramsar International, and Ramsar Convention, sorry, the NGO Wetlands International. And this database had also the aim of providing support for various statistical analysis, including modeling of population sampled from the largest wetland complexes. In short, here are the main waterbird monitoring activities in red on this map. And it occurred that actually we have sampled by plane or from the ground wetland complexes that had been rarely or almost never sampled for waterbirds, in particular in southern Chad, in Sudan, and in Nasser Lake, for instance, or in the Red Sea. So we have gathered data that have proven to be extremely precious for international agreements and Wetlands International. We have gathered this data from boat, from the ground, and from plane. And unfortunately, as you can see on the map, it was not possible
to survey one of the major wetlands in Sahel, the inner Niger Delta, because of the political situation there. And that was one of the main gaps in the programme. Le projet a évidemment ciblé des grandes zones humides au Sahel et on a eu la chance de pouvoir échantillonner, que ce soit par voie terrestre, nautique ou aérienne, des zones humides qui ne l'avaient été que très rarement ou quasiment jamais pour les oiseaux d'eau migrateurs. Je pense notamment au Tchad, au sud du Tchad, pardon, ou au Soudan, ou au lac Nasser au sud de l'Égypte. Donc, on était vraiment content d'accumuler des données précieuses pour les conventions internationales comme l'AEWA ou Ramsar. Et malheureusement, il n'a pas été possible d'échantillonner le delta intérieur du Niger au Mali en raison de la situation politique que tout le monde connaît, alors que c'est une des 2 ou 3 plus importantes zones humides du Sahel, sinon d'Afrique. Au final, ce programme, dans sa composante de suivi des oiseaux d'eau, a échantillonné, a compté, a dénombré plus de 4 millions d'oiseaux d'eau, 220 espèces, dont 150 espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, sur un peu plus de 2600 sites, donc sites ponctuels. Évidemment, dans cette base de données que nous avons développée avec la Tour du Vala, chaque observation est géoréférencée et on a énormément mis d'efforts, je le répète, sur la sécurisation dans une base de données de toutes ces données qui sont extrêmement coûteuses à acquérir et précieuses à analyser. Overall, in the end, we have counted over 4 million waterbirds, including corresponding to 150 waterbird species, and geo-localized or geo-referenced on over 2,600 sites. And of course, we insist on the fact that together with Tour du Vala, we have put a great deal of effort and work on on developing a sound database because the data collected are too costly and too precious to analyze to avoid to spare not enough time on securing those data in a sound database. Finally, the results after analysis are the one developed shown on this map. And this map shows the total million waterbirds, either counted or extrapolated from modeling, and the latest census carried on the wetland concern. And one can see that the modeling shown that overall we have estimated 4.5 million waterbirds yearly. In the previous slide, I showed the total counted over the 5 years of the project. This analysis, the analysis that are shown on this map, shows that the estimated population sampled is 4.5 million waterbirds per year on the targeted wetlands. Là, les cartes que l'on montre ici montrent qu'en fait, les tailles de population d'oiseaux d'eau estimées en millions d'oiseaux d'eau, ainsi que les dernières années de comptage réalisées et stockées dans la base de Wetlands International. Et le total de la population estimée dans les zones cibles du projet ressources est de 4,5 millions oiseaux d'eau, hivernant en moyenne par an, à ne pas confondre avec les 4 millions comptés sur l'ensemble des 5 ans. C'est vraiment 2 chiffres extrêmement différents. Et le chiffre de 4,5 millions provient de l'addition des effectifs comptés et des effectifs extrapolés sur les sites de zones humides qui n'ont pu être qu'échantillonnés. Alors, un exemple qui nous intéresse particulièrement, parce que c'est une espèce qui est classée vulnérable, je crois, par la liste rouge de l'UICN, ou quasi menacée, je ne sais plus. C'est la barjaque noire au Sahel. Voilà une photo d'un groupe de 30 000 oiseaux prise dans le centre du Tchad. Voilà, par exemple, typiquement, ce que le programme Ressources a pu apporter comme actualisation des connaissances sur une espèce menacée mondialement. Alors, an example, the black-tailed godwit, which is considered as near threatened by the IUCN. This black-tailed godwit is a flagship species in Europe, and particularly in Northern Europe, and is a migratory waterbird
which relies very much on the Sahel for its wintering stage. And the resource project provided a good population update for this species, with a high number extrapolated in the south of Sudan and in Chad Lake and in the center in Fitri Lake in Chad. And we have sampled probably a huge part of the world population, which means that in fact the population estimates have to be updated by Wetlands International. Un exemple donc qu'on a développé, c'est par exemple typiquement la barge à queue noire, qui hiverne au Sahel, qui est une espèce emblématique, une espèce d'oiseau migrateur emblématique d'Europe du Nord, qui dépend du Sahel pour son hivernage. Et on a montré que les effectifs mondiaux étaient probablement sous-estimés et que les effectifs estimés ou extrapolés par le programme ressources était supérieur à ce qui était précédemment connu. Et on a également montré dans ce programme ressources que certains sites, comme le lac Fitri ou le Khor Abouabil au Soudan, étaient des zones d'hivernage importantes. Voilà. Je viens de vous, très brièvement, de vous brosser les résultats de la composante 1 de suivi des oiseaux d'eau au Sahel dans le programme ressources. Et ce suivi des oiseaux d'eau, typiquement, a permis de mettre en évidence l'importance de certains sites de zones humides. Et une autre composante de ce programme ressources était évidemment la conservation des zones humides à travers la conservation de sites clés, de sites pilotes. Et en particulier, le programme ressources a identifié un site pilote majeur au Soudan, le Khor Abouabil, dont nous allons vous parler maintenant. The first component of the resource project showed that some sites previously unknown, like for instance in Sudan, are actually very important for some waterbird population, including threatened ones. And another component of the resource project was to improve conservation of some pilot target wetlands in the Sahel. And one of these wetlands is the Khor Abouabil in Sudan, which we are going to talk about now. And one of the activities we carried out in the resource project was to collaborate with Sudan administration to designate the fourth Sudanese Ramsar site. Before the resource project, Sudan had only 3 Ramsar sites designated, and we are extremely proud and happy that the research project achieved the designation of the fourth one. On est vraiment ravis dans le programme ressources d'avoir pu travailler avec les autorités soudanaises pour parvenir à la désignation d'un 4e site Ramsar au Soudan, le Khor Abouabil, situé à environ 400 km au sud de Khartoum. Voici dans le tableau sur la carte que vous pouvez voir les pourcentages des populations biogéographiques régionales de certaines espèces qui utilisent le Khor Abouabil dans leur migration ou dans leur hivernage. En particulier, 38% de la population régionale, biogéographique régionale de sarcelles d'été, ou 36% de la population biogéographique régionale de spatules blanches, ou de roches, comment ça s'appelle en français. So this Khor Abouabil, designated as the 4th Ramsar site in Sudan, is situated 400 kilometers south of Khartoum. And the first component of the project resource, monitoring of waterbird, showed that it is an important staging or wintering areas for some species. And the table on this slide shows shows the percent of a selection of species that depends on this site, the percent compared to the regional flyway population. You can see that 30% of the Garganet, of the regional population of Garganet depends on this site. 36% of the Eurasian spoonbill also depends on this site.
On this site, we were actually happy to check that to read rings of Eurasian spoonbill, including one from Central Europe, but also possibly crossed by some French ones, as we could see in the north of South Sudan. On a été très content de faire les premiers suivis ornithologiques sur ce site, au Khor Abou Abil, au Soudan, et on a fait notamment des relectures de bagues de cigogne noire, de Tchéquie, de spatules blanches de Hongrie, et même à quelques kilomètres au sud, à quelques dizaines de kilomètres au sud de ce site, de spatules blanches de France. Ce site du Khor Abou Abil est occupé par des centaines de villages de populations locales qui dépendent des zones humides naturelles temporaires de ce site pour leur survie, par l'agriculture, la pêche, l'élevage et la chasse. On voit ici sur cette photo des gamins, des petits-enfants qui sont allés chasser des fouques à crête et des dendrocines fauves. Et on s'est aperçu, en faisant un suivi avec nos partenaires soudanais, un suivi socio-économique avec nos partenaires soudanais, que les zones humides de ce site Ramsar, au Soudan, généraient un revenu annuel de 131 millions de dollars, en combinant toutes les activités socio-économiques émanant des zones humides naturelles temporaires de ce site. By working with, by tight collaboration with our Sudanese partner on this site, we realized that the local population in this Ramsar site, which is 9,500 kilometers square wide, rely very much on natural temporary wetlands of this site through agriculture, fishing, cattle breeding, and hunting. What about hunting? On this photo, you can see little kids having collected fulvous whistling dot and crested coots from the wetlands of this site. And all these four socioeconomic activities allowed by the natural wetlands in this site generate the yearly income of $131 million yearly. I'm very happy that we reached the designation after 10 years of work with this site in Sudan, and we are extremely thankful to our Sudanese partners for this major achievement. And thank you to my colleague Clémence Deschamps, who acted as a producer of this movie. We produced, thanks to Tour du Vala and Clémence Deschamps, my colleague here, we produced a short movie that we are going to try to show you a teaser of. Avec la Tour du Vala, et notamment ma collègue Clémence Deschamps, qui a joué le rôle de productrice pour un petit film sur ce magnifique site du Khor Abou Abil au Soudan. On a eu la chance de tourner avec nos partenaires soudanais un petit film dont on va vous montrer un bref teaser en espérant que ça marche, ça passe dans vos bandes passantes, chers auditeurs. Un grand merci de votre attention. On a tourné ce film pour montrer toutes les étapes de désignation Ramsar et pour montrer aussi la beauté du site et l'utilisation du site par les populations qui vivaient autour de ces zones humides. Et on a le teaser. Christella, si tu présentes. In one of the most frequented areas by migratory birds in Sudan. Everywhere in Africa, but much more, several thousands, including. Several hundred villages depend on Khor Abou Abil. The water of the inner delta has supported families for generations. In order to preserve this unique environment, the Sudanese Wildlife Conservation General Administration plans to classify this area as a Ramsar site.
So this is a teaser on a short movie of 15 minutes long. So this movie is available in French, in English, and in Arabic also. Et le film est bien sûr est disponible en 3 langues. Les liens sont sur YouTube. On va vous partager ces liens ensuite. The Rora Boabil Inner Delta has been officially designated as a Ramsar site last July. And here you can see we have been in the villages in all the Inner Delta to share all the information with the local community and also with the Sheikh and the Indaz, with the local administration. Donc, nous avons partagé les informations sur les étapes de désignation d'un site Ramsar avec les communautés locales et les maires et les responsables locaux, en leur montrant les propositions de délimitation. Donc, comme l'a dit Pierre, c'est un site de plus de 9500 km². Et donc, ensuite, avec nos partenaires soudanais et les administrations locales, on a adapté les limites. Et grâce aux données collectées depuis plus de 10 ans, le site a été reconnu Ramsar puisqu'il accueillait, il répondait à plusieurs critères Ramsar. Donc, les différents critères sont expliqués dans le film, et notamment parce qu'il hébergeait plus de 20 000 oiseaux d'eau et plus de 1% de certaines populations et aussi des espèces protégées comme la barge à queue noire. So this site has been designated as Ramsar site last year because the at least 3 criteria for waterbirds was met. The criteria number 5 because he hosted more than 20,000 waterbirds, more than 1% of the biological population, and also because the site hosted the threatened species as a godwit, black-tailed godwit. And now this is the third So we are going to speak on the online course. Okay. Donc, historiquement, l'OFV et la Tour du Vala, on a développé des outils de formation. On a également fait des formations sur le terrain et en salle, sur les dénombrements et les comptages d'oiseaux d'eau, l'identification des oiseaux d'eau. A little bit of history, the French Biodiversity and Agency and Tour du Vala. We have developed many tools for identification and for counting waterbird, monitoring waterbird in Africa, and we also developed and implemented many tools. So there is a toolkit developed almost 10 years ago on 4 languages, and there is also a bird guide in Arabic, and we also have made some trainings on the ground, and also some training course for data management, for example. And for monitoring waterbird, we thought it was really we really need many trainings all the years and not only one time every year.
We thought the open online course is a good solution, even though go on the ground is needed. Ah oui, donc nous avons, malgré les sessions sur le terrain, la pratique régulière pour le suivi des oiseaux d'eau était indispensable. Et donc, nous avons trouvé indispensable de développer un cours en ligne. Et c'est ce que nous avons pu faire au cours de ces 5 dernières années du projet Ressources. Ce cours en ligne, uniquement sur l'identification et le dénombrement des oiseaux d'eau, se cible que la partie nord-africaine et sahélienne. Et donc, on a pas mal de contenu. Et donc, pareil, on a un petit teaser à vous présenter. Okay, so this teaser show you all the module of the online course. There is a video of experts. There is also a video on that we have done in Chad, in Sudan. There is some part of on migration and sustainable use, and all the network on monitoring water birds. This is on the networks and how to collect the data and how to share this data at the international level, and how this data are used in the international agreement, for example. And then how this data are used for the conservation for the wetlands. Donc dans le cours reprend toutes les étapes pour l'identification et les comptages et les dénombrements des oiseaux d'eau, donc sur 210 espèces pour l'Afrique du Nord et le Sahel. Et on reprend toutes les étapes sur l'utilisation aussi des données et le transfert à l'échelle internationale. Là, on voit aussi qu'on a ajouté vraiment énormément de vidéos pour travailler sur l'identification des oiseaux d'eau. Donc, avec des comparaisons et tous les critères. Et donc, ainsi, les apprenants peuvent revenir sur ces espèces. Et on a aussi également des fiches espèces à la fin pour continuer à travailler. Et il y a également de nombreux quiz pour s'entraîner. Ce cours en ligne, ou MOOC, est pour l'instant en français et le sera encore quelques années avant, on espère, une traduction dans d'autres langues, notamment arabe et anglais. Et on espère aussi à l'avenir développer une collaboration sur ce MOOC et d'autres choses avec la station ornithologique suisse de Sampar. This online course is at the moment in French and will remain so for the next few years before hopefully a translation in English or an Arabic in the next few years, after a few years. And we hope very much that this MOOC online course will benefit soon from a collaboration between Tour du Valin and the ornithological station, the Swiss ornithological station of Sampar. So that's it. This MOOC is not yet available online,
It will be launched on the mookconservation.org. Maybe some of you already know. But the resource project, the phase 2 is under development. We really hope to be able to launch officially this online course on the next winter, next year. Okay. Le cours n'est pas encore complètement disponible en ligne. Et il sera lancé officiellement dans le cadre de la seconde phase du projet ressources, qui est actuellement en cours de développement. Et donc, il sera hébergé sur la plateforme MOOC Conservation, que certains doivent déjà connaître. Et on espère faire le lancement officiel c'est l'hiver prochain ou en début de l'année prochaine. Navigation. Il y avait une navigation. Après, Hello. Nice to see both of you. Ah, And great. thank you very much, Merci, for that very good presentation on what about counts in the Sahel, especially the Sudan area. Now, I have a couple of questions for you, at least two of them. The one-off surveys are okay, but then to put together these surveys so that we can call it a monitoring program, you need a good institutional framework and some sort of stable funding, and of course, good supply of equipment and capacity building so that people can actually give you quality data. So for the work that you've done, how far have you achieved this? Is there a good institutional framework in the Sudan, maybe the government institutions and non-government institutions coming together and putting together volunteers who can actually go ahead and monitor this fourth Ramsar site? And the equipment, the good equipment that I've seen in the field there, did you leave them with the people involved in the exercise, or do you always have to bring them with you every time you go down to do the counts? And then the second question is the aerial counts that you're doing. Have you come with a good methodology of how to actually take photographs at a given altitude and be able to identify to species level the objects that you see in the photographs? The reason why I ask that is that we are trying to come up with a low-cost method of counting flamingos here, and we thought that we could actually fly and take photographs, but it was not that straightforward because you need a very good camera with very high pixel value, and even with that, sometimes it's not easy to differentiate from the images of flamingo and salt pan of some sort. So I wondered if you had come up with a good method of counting from the air. So thank you very much again, and nice to see both of you. Thank you so much, John, for your kind words. Tu veux que je réponde aux deux questions? Thank you very much, John. It's really nice to see you again. And thank you for your questions, which are actually extremely relevant. First of all, Sudan, actually, we were lucky enough to have started collaboration with Sudanese counterparts way before the resource project. We started collaborating with Sudan in 2010, and it's been a fantastic pleasure to work with these guys. We have mostly worked actually with, with Sudan universities, NGOs, the Wildlife Sudanese Society, and the Wildlife Administration. And we have been extremely faithful to these partners since 2010, and they have been extremely faithful to the agreed objectives and
and plans. And the institutional support from Sudan, despite the current situation, has been extremely strong and easy compared, for instance, to administrations in some other countries in Europe, for instance. And so, yes, we have delivered gears, equipments, training in Arabic. We have even brought Arabic-speaking trainers, especially to do trainings to dozens of people in Sudan. And the people, the expert in question was Hichem Zafzaf from the BirdLife NGO Association Les Amis des Oiseaux in Tunisia. And I'm not sure if he's here, but I would like to pay a strong tribute. We would like to pay a strong tribute to his expertise. And he's been training people there in Arabic, which is extremely precious considering the low level, of course, of Sudanese people in French. Yeah, we were very happy to provide trainings, equipments, and we were very happy to see that more and more following the years, our partners in Sudan were able to provide monitoring on their own. Of course, this cannot happen in 10 years. As you know, you cannot become a piano player by just 15 minutes lesson. You cannot become a good anthologist in just 1 or 2 training sessions a year. Of course, there is a lot more work to be done. And this is also why, maybe considering all the political situations in some countries like Sudan, this is also why we put so much emphasis on the online training course. And this is why we are going to press very much on the funders translate this training course, which is now only in French, to translate it in Arabic. And we think it's very important to translate in Arabic. Considering your other question, actually, because it was rather difficult to undertake IELTS surveys in all these countries, we targeted all major birds, including vultures, but mostly water birds, of course, and not only big birds like flamingos. And so, if we had taken photographs, it would have been too much staff time, too costly staff time, to set up and test the equipment and to analyze all the thousands and thousands of photos that we would get, considering that there would be maybe 50, maybe 20 species in a single photograph. And so we, despite all the uncertainty, we put emphasis on the modeling detection probability and the modeling of spatial sampling rather than the photograph survey. And so we did the surveys by eye only, using experienced ornithologists that are not airsick, which is rather rare actually, because many good ornithologists are actually airsick. I would like now to pay tribute to Jean-Yves Mondamonval, who is a very good ornithologist, who is the founder of this program, but unfortunately who is airsick. He cannot stand in a plane. I hope I replied correctly to you, John, and I hope to see you soon sometimes with Clémence somewhere. Yeah, hope to see you too. Thank you very much for that. With the permission from the chairperson, just a follow-up. We have a problem with the funding, and to make these programs sustainable, we kind of like need some kind of stable funding that's regular. Does the Sudanese government allocate us a budget for monitoring of this Ramsar site, or does the funding have to be solicited every time that you want to conduct the surveys? Actually, the whole program was funded by John. I'm not sure to understand your question, but I'm going to. I can ask again. If you. Yeah. So I can try to answer first. Okay. Okay. Maybe the program was funded by the EU, the European Union, and the French Facility for the Environment, and managed by the FAO. And we thank Bruno Portier, who's online, I think. Actually, before the program started, we had a financial contribution by the Sudanese administration for one single IELTS survey.
and a 50-50% and a 50-50 contribution, which was fantastic. But otherwise, the international project provides the funding for the activities in the ground, including to Sudanese partners. And considering the current situation, we are not so sure that it will be otherwise in the short-term future. Yeah, thank you very much. And I really like your online course. Maybe it's something that the East African region can learn from you, and we can make one for the whole of Africa. We'd love to. Thank you. Thank you. The online course will be free, of course, and we also work to implement many tools before this online course with international university based in Kenya, in Tanzania, and also in Cameroon. And we would like to develop maybe a partnership with this university, and maybe with other university, maybe in Senegal or in Egypt, to implement this online course on the curricula of those university. And yes, we really hope to share this course at the right moment, but it will be online and animated at least once a year, and maybe it will depend on the second phase of the resource project, and hopefully we would like to we hope to develop a partnership with SAMPAR ornithological station in the future to finish this course. So we hope it will help the course. Because our worry was, for instance, here sometimes when people are coming for the online meeting for 1 hour, it costs them airtime. You know, it's not always cheap in Africa to get an online course. That's why I was asking if there will be an offline option that they download it and they can watch it. Yes, every content will be downloadable. So many animated presentations, and also all the videos will be downloadable on online, offline. But it depends not only on us, but on many other factors like donors. But I think that once this first step is achieved, it will not be so much of work to adapt the rest of the African species of water birds. I suppose, although developing MOOC from scratch is a huge work that we are not foreseen as big as that we are undergoing now. But it would be a very good idea, I think. There should be an institutional and official demand, I think, to some point, to some donors, or to the AWA, or to Ramsar Convention, or to the EU, or to the French GEF, or to the FAO, of course. There should be an official demand from southern African states. It would be, I think it would ease the process, because only on African migratory water birds. And we have excluded some species that are extremely rare or vagrant in Africa, but might be occurring more regularly in Middle East, for instance. So clearly, this online course targets Africa. And at the moment, even if we have to add some, maybe only 10 species, but huge work. Yeah, it's a huge work. But it's a clever suggestion, of course, Elizabeth. But at the moment, we are trying to complete the first step, which is already quite a task. And we are looking forward to the first delivery and the feedbacks from all of you African partners and colleagues. And then we'll have probably a lot more to improve before expanding it to Africa next 100 years to the Middle East. The floor. Merci à Pierre et à Clémence pour cette très belle présentation sur donc, les migrateurs
au niveau du Sahel et un peu plus au nord. Vous avez expliqué, hein, l'enjeu ici, c'est donc de faire en sorte que les migrateurs dans cette zone bénéficient de votre appui pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une des mesures de gestion qui soit en faveur de ces oiseaux migrateurs. J'ai commencé un peu le chat avec vous déjà en ligne. Alors, je me posais quelques questions sur les populations qui devraient donc bénéficier d'un tel appui. À vous écouter, on a beaucoup plus, et c'est un peu général, hein, ayant moi-même par le passé travaillé pour Wetland International, c'est l'administration et les ONG. Alors que dans les pays que vous visitez, il y a des institutions de recherche. Comprenez qu'après que je sois passé par Wetland, je suis venu aussi à la recherche. Et donc, je me disais que peut-être que ce serait bon que lorsque de telles initiatives projets de grande envergure ont lieu, que les institutions de recherche soient impliquées, ne serait-ce que pour pérenniser l'action en termes de renforcement des capacités et puis, à la limite, renforcer les capacités scientifiques des pays visités, de sorte à ce qu'on ait des personnalités scientifiques suffisamment bien outillées en matière d'oiseaux qui pourraient donc vous alléger la tâche quand il s'agit donc de voir la dynamique de ces oiseaux dans le long terme. Je me réjouis de ce qu'il y ait un MOOC qui permettra à beaucoup d'autres de pouvoir en profiter. Et je me dis toujours que, pourquoi pas, en dehors de ces MOOC, est-ce que la possibilité au fait, après la formation théorique aux communautés qui bénéficient de ces projets, d'avoir la capacité de pouvoir donc continuer votre action après le projet? Alors, merci beaucoup, professeur, et ravi de votre question et de vos compliments. Merci beaucoup. Oui, vous avez parfaitement raison. On a, pour des questions de rapidité, on a un peu zappé l'ensemble des typologies, des partenaires avec lesquels on a travaillé, mais évidemment, vous avez 1000 fois raison. On peut travailler avec les universités et les centres de recherche. On a fait énormément au Soudan, par exemple. On a eu beaucoup de partenariats avec plusieurs universités et un centre de recherche avec lequel on a travaillé, même on a plus approfondi parce que c'est avec un centre de recherche qu'on a conduit une analyse socio-économique sur la zone humide de Ramsar dont on a parlé. Donc, vous avez parfaitement raison. On a travaillé avec assez peu d'universités au Tchad, mais en revanche avec pas mal d'universitaires dans d'autres pays. Après, le travail avec les communautés, c'est surtout axé sur une composante dont on n'a pas du tout parlé, qui était d'explorer avec eux l'importance de la viande de brousse, oiseau d'eau migrateur, dans ces communautés. Et effectivement, là, il y a un travail passionnant à compléter. On a entamé, mais qu'on souhaite vraiment poursuivre donc avec les communautés locales, des sites pilotes sur lesquels le prochain projet va porter. Et on espère qu'on va pouvoir effectivement suivre vos conseils de ce point de vue-là. Le travail avec les communautés locales qu'on a mené dans le centre du Tchad, sur un site pilote donc, du lac Fitri, que vous connaissez peut-être de nom, a été passionnant. On a été vraiment extrêmement bien accueillis par les communautés locales, dont on s'est aperçu qu'elles consommaient régulièrement de la viande de brousse, oiseaux d'eau migrateurs. Et il est important, c'était l'enjeu du projet initial, il est important que les stocks de cette viande de brousse, les populations d'oiseaux d'eau que l'Afrique et la France se sont engagées à conserver à travers des conventions comme l'AEWA, soient aussi conservées pour la durabilité de la chasse vivrière et pour permettre un apport de protéines à ces communautés locales. Donc, merci encore, professeur, pour vos questions.